Bonjour. Alors, le sujet est tout autre et c'est une présentation plutôt générale. Donc, ce n'est pas des résultats, ce sont des considérations un petit peu générales au vu de développements qui se font de plus en plus en utilisant des méthodes issues de l'intelligence artificielle. Et donc là, dans l'optique de développer des méthodes de prédiction du risque santé, et avec des points qui apparaissent comme étant de plus en plus importants en termes de transparence et de complétude de ces algorithmes par rapport à des situations plus classiques, on va dire, que nous connaissons toutes et tous. Donc, d'une manière générale, le risque en santé, là, je resterai sur la partie risque dans la notion de survenue d'une maladie et pas en termes de pronostic, donc consommation de tabac, facteur de risque de cancer du poumon. Consommation de tabac, pas forcément un effet sur la survie après diagnostic de cancer du poumon. Donc je reste sur cette partie risque, mais cela peut se transposer à d'autres problématiques de modélisation. Ce que nous connaissons dans le domaine d'épidémiologie standard, c'est que pour s'intéresser à estimer cette incidence, fréquence de survenue de la maladie dans notre population d'intérêt, il va falloir reposer et utiliser des méthodologies classiquement développées, validées, etc. et obtenir nos estimations à partir d'échantillons représentatifs de notre population d'intérêt, de manière à identifier nos facteurs de risque pouvant être protecteurs ou néfastes, selon la modification donc, de cette évolution du risque qu'ils apporteront selon que l'on soit ou pas exposé à ces facteurs, et dans un esprit aussi donc, de quantifier cet effet pour avoir des modèles prédictifs essayant d'aller de plus en plus dans une prédiction individualisée, personnalisée. Cela reposant sur une méthodologie appropriée. Il existe un certain nombre d'histoires, on va dire, classiques en épidémiologie ayant conduit au développement donc, de modèles prédictifs. Quelque chose de classique, c'est l'étude de Framingham, je ne vais pas tout détailler. Une cohorte qui a débuté en 1948 aux États-Unis, inclusion de sujets selon des critères bien spécifiques, avec un suivi prospectif, actif, d'un certain nombre d'informations regroupées schématiquement en données de santé environnementale, comportementale, et avec comme risque d'intérêt ce qui tourne autour du domaine cardiovasculaire. Donc, très grosse enquête qui s'est déroulée pendant un certain temps, a donné lieu à un certain nombre de travaux et à l'élaboration de plusieurs, je vais dire, modèles de prédiction de risque en fonction du risque d'intérêt. Ce qui est présenté ici, vous avez les références, parce qu'il existe différents scores de prédiction de risque en fonction des évolutions. Et vous retrouvez ça sur des applications mobiles, sur des sites, bref, sur différentes sources. Ça peut être utilisé vraiment en pratique. L'exemple qui est mis ici concerne une personne de sexe masculin, 48 ans, qui ne présente pas de niveau d'exposition par rapport au risque considéré. Dit autrement, et plus précisément, de valeur anormale par rapport à ces facteurs que sont le sexe, l'âge, cholestérol total, cholestérol HDL et les pressions artérielles systoliques, diastoliques, le fait de fumer ou non, d'être diabétique ou non. Et ce calculateur, au vu de ce profil individuel, indique, bien voilà, à 10 ans, le risque pour cette personne donc, de présenter un événement cardiovasculaire est de 7%. Puis ensuite, on peut, un médecin ou un patient qui cherche à estimer son risque, fait varier la valeur prise par une variable. Et ici, en l'occurrence, cette personne fume, même profil que précédemment. Différence, c'est que cette personne fume. À ce moment-là, selon ce calculateur, ce prédicteur, cette équation de risque, son risque de présenter un événement cardiovasculaire à 10 ans est de 10%. Et si non seulement elle fume, mais elle est diabétique, à ce moment-là, le risque de 10% passe à 16%. Ce qu'il y a, c'est que, globalement, ces modèles de prédiction ont été élaborés à partir de la population nord-américaine.
qui peut éventuellement restreindre le contexte d'application. Ça ne prend pas forcément en compte tous les facteurs de risque. Il y a de la modélisation, il y a des questions qui ont été faites et posées, et tous les facteurs ne sont pas forcément enregistrés. Et ça ne prend pas en compte, en tout cas cette équation-là, la durée de l'exposition aux facteurs de risque. Mais c'est quand même informatif. Et je reviendrai après, par la suite, sur d'autres éléments qui donnent une certaine transparence par rapport à ce qui est ainsi prédit. Alors, notion de risque nous emmène naturellement aussi au risque et notion de causalité. Pour aller vers la détermination de la causalité, on peut être sur des approches plutôt physiopathologiques qui vont permettre, en vérifiant, d'aller vers une formulation d'hypothèse causale, ou se rendre compte qu'il y a une identification de facteurs causaux parce qu'on voit qu'ils sont en nombre plus élevé en termes de fréquence, etc., par rapport à l'augmentation de la maladie. Quoi qu'il en soit, la causalité entre l'exposition à un facteur de risque et la survenue d'un événement d'intérêt reste difficile à établir. Il faut arriver à bien identifier la relation entre le candidat cause et le candidat effet, rester dans une démarche pragmatique, avec des hypothèses, une contextualisation de ce que l'on va étudier et observer. Que bien évidemment, les causes peuvent être multifactorielles. Donc, est-ce que ce que l'on identifie est bien le facteur causal ou, en fin de compte, par une médiation autre, c'est lui que l'on identifie, mais les effets réels sont plutôt médiés par d'autres facteurs. Et donc, tout cela doit s'intégrer dans une démarche globale. Donc, classiquement, historiquement, en épidémiologie, nous connaissons donc les critères de Bradford-Hill, que je ne vais pas reprendre, ni développer, et de plus en plus, pour justement être sur une approche qui va permettre de poser déjà la réflexion, ce que nos hypothèses, c'est travailler sur ces approches de graphes acycliques orientés dans tout ce qui se développe depuis un certain nombre d'années dans l'épidémiologie et d'inférence causale, qui va amener aussi à l'utilisation de certains modèles statistiques, mais au moins c'est sous forme, avec un vocabulaire qui lui est propre, sous forme graphique, essayer d'identifier les différents facteurs, nos critères d'intérêt, et voir comment les uns et les autres, entre ces facteurs, peuvent agir, interagir ou rétroagir ensemble. Et ne serait-ce que de poser vraiment ce cadre-là peut permettre donc finalement de laisser de côté un certain nombre de variables analysées ou en tout cas de nous orienter vers notre démarche analytique et la manière de modéliser ensuite notre problématique. Donc globalement, les différentes étapes qu'on peut identifier dans cette modélisation de prédiction du risque santé conduisent à bien réfléchir sur le schéma d'étude à mettre en œuvre. Grande importance à considérer la qualité de l'information que l'on va recueillir, de manière ensuite à pouvoir traiter les données de manière appropriée. Là, simplement, on va utiliser après des approches de modélisation. Et en fonction du domaine, on va dire, dont nous venons, nous parlerons de modèles biostatistiques. Dans notre domaine, ça sera de modèles économétriques, statistiques ou mathématiques. Mais globalement, serait-ce que pour une régression logistique, en fonction du domaine, on ne l'appellera pas régression logistique, ça aura une autre terminologie, mais nous ferons la même chose. Tout comme la dénomination des facteurs ou des variables d'intérêt. Dans le domaine qui relève plus de l'intelligence artificielle, on parlera de futures. C'est juste de la terminologie, mais il n'y a pas que de l'évolution de la terminologie. Il y a des évolutions de pratiques, alors qu'un fond commun doit quand même être considéré. Et tout modèle qui doit développer doit passer par ces étapes d'appréciation de sa qualité de discrimination et de calibration. Notre modèle, on veut qu'il soit reproductible. C'est pas tout d'avoir fait notre expérimentation entre guillemets en rat de laboratoire, c'est pas ça la finalité. De manière à pouvoir envisager une extrapolation de nos résultats, comme on a pu le voir avec ces équations de Framingham. Donc, si ces différents items, en fin de compte, sont vérifiés et valides,
bien sûr, ça donnera lieu à de la publication scientifique, mais reste, quoi qu'il en soit, problématique de transfert dans la pratique médicale. Parce qu'il y a un certain nombre de bémols, quoi qu'il en soit, même si ces travaux suivent cette démarche assez simplifiée que j'ai présentée sur la diapositive précédente. Parce qu'il peut manquer des informations sur le développement du modèle, concernant la description des patients étudiés, la méthodologie utilisée pour développer le modèle. Certains modèles publiés ont pu être développés, validés, mais sur des effectifs quand même peut-être insuffisants. Des manques d'informations sur les prédicteurs examinés ou un défaut de prédicteurs qui auraient dû être examinés qui ne le sont pas. Toute enquête, c'est loin d'être peu fréquent, on va se retrouver avec des données manquantes dans nos variables. Possible manque d'informations sur leur quantité et la manière dont elles ont été traitées pour développer le modèle statistique en question. Comment les auteurs s'y sont pris pour développer leur modèle, etc. Ce qui était indiqué sur la diapositive précédente, ces signaux, ces items sont verts, ça passe sur la partie publication, mais en fin de compte, il y a quand même, je n'aurais pas le quantifié ici, mais c'est ce que l'on trouve dans la littérature, par rapport au nombre de modèles qui sont ainsi publiés, ceux qui sont réellement utilisés dans la pratique sont en nombre quand même très, très inférieur. Alors, dans ce cadre-là, donc pour reporter des études dans lesquelles des auteurs s'intéressent au développement de modèles de prédiction, a été développé donc ce statement, ces recommandations, Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis, sont des guidelines de rédaction d'articles scientifiques, comme il en existe pour le domaine de reporting d'essais thérapeutiques, consorte, de reporting d'études observationnelles en épidémiologie, STROB, sur des marqueurs prognostiques, sur des études diagnostiques et leur accuracy, sur du risque. Et si ces guidelines sont publiés et développés, c'est parce que ça va aider les auteurs, en fin de compte, les chercheurs, à développer, à mettre en œuvre leur approche, parce que, c'est un petit peu le garde-fou, ils savent que s'ils voudront publier ensuite dans certaines revues, obligatoirement, on leur demandera « est-ce que vous avez suivi ces guidelines ?» Donc l'un aide à structurer l'autre. Le fait que ces guidelines soient développés et acceptés par de nombreuses revues biomédicales d'instances décisionnelles va faire en sorte que ça va apprendre, en fin de compte, essayer de faire en sorte que les personnes qui développent aient bien conscience de ces recommandations, de ces guidelines qu'il faut suivre pour développer leur recherche. Et donc, c'est le tripod statement. Il y a un certain nombre d'items. C'est absolument pas mis de manière exhaustive. Il y a une grande équipe donc, en Angleterre qui travaille là-dessus depuis très longtemps. Douglas Altman, Gary Collins, entre autres. Et vous voyez, par exemple, pour ce statement, guidelines, la liste des revues qui... alors, je ne sais plus quand j'ai fait cette diapositive, ça a pu évoluer depuis. Mais la liste des revues qui vont imposer aux auteurs qui publient sur le domaine d'avoir suivi ces recommandations, sinon ça ne passera pas. Alors, qu'en est-il dans le contexte justement plutôt intelligence artificielle, apprentissage automatisé? Dans ce que nous avons vu précédemment, et je vous ai indiqué lors topo que je disais sur l'équation de Framingham, que derrière, vous aviez vu, enfin, suite au fait d'indiquer si nous sommes un homme, une femme, etc., il y a un risque qui est calculé. Ça veut dire que derrière, il y a un calculateur. Ce calculateur peut très bien, sur une feuille de papier, écrire comment il fonctionne. C'est-à-dire que pour chaque variable, en fin de compte, on sait quel est le coefficient, le poids qui va être associé à cette variable, si l'effet des variables va être additif, multiplicatif entre eux, quelle relation il y a. On peut clairement le poser, donc c'est facile de le décrire pour pouvoir le mettre en œuvre par d'autres personnes. Les modèles de prédiction du risque santé basés sur un algorithme, c'est un petit peu autre chose, parce que souvent, ça va être présenté comme une solution, et comme étant un avantage qui est réel, en présence de grandes bases de données, avec un grand nombre de variables, des sources de données qui peuvent être différentes, issues donc de bases qui n'ont pas forcément été recueillies
pour la même finalité en fin de compte, et des données hétérogènes, certains pouvant être textuels, d'autres structurés, semi-structurés, etc. Les limites qu'il y a pu y avoir avec des ordinateurs à un moment donné n'existent plus. Donc c'est plus ça qui est une limite, donc ces modèles se développent. Ce qu'il y a, c'est que ces algorithmes, en fonction des méthodes utilisées, apprennent à partir des données. Et ce qui peut être vu et prédit par l'algorithme à un instant T peut éventuellement évoluer en fonction du temps à partir du moment où des connaissances dans les données, des données nouvelles, auront été ajoutées et que l'algorithme aura, de par ces données, de par ces erreurs aussi qu'il commet, aura pu être amélioré. Ce que je mets ici, c'est différent d'une formule chimique d'un médicament qui est fixe dans le temps. Quand on fait un essai thérapeutique, on sait le médicament qui est testé, quelle est sa composition chimique, l'étude est faite, et voilà. Si finalement il y a des changements dans la molécule, et bien ultérieurement, une étude spécifique sera faite à partir de cette molécule. Et du fait de cette utilisation d'algorithmes qui vont apprendre au vu des données, dans l'apprentissage machine, souvent, on va qualifier justement ce type de méthode un petit peu de boîte noire parce que nous savons ce qui rentre, nous voyons ce qui sort, et ce qui entre n'est pas forcément toujours incompréhensible clairement, et deux, très facilement détaillable. Alors, d'un point de vue utilisation en pratique, ça peut soulever justement des inquiétudes quant à une surestimation de leur apport. Et il y a un fort engouement en ce moment, normal. Voilà. Après, on verra ce qui peut être vraiment complètement utile pour la pratique, pour la santé, parce que c'est clair que ça l'est. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence d'une prédiction erronée ou inexacte? Et on sait qu'en termes de santé, il peut y avoir des conséquences importantes. Ce n'est pas mon domaine, mais je dirais peut-être que pour du marketing, pour le client lui-même, la conséquence n'est pas tellement importante. Elle peut l'être bien évidemment pour l'industriel, mais là, nous parlons de patients. Et finalement, qui va être responsable aussi de ce qui serait prédit par un tel algorithme? Le médecin qui utilise quelque chose, la personne qui a développé, se pose un certain nombre donc, de questions éthiques et retournant dans le domaine de sciences sociales. Donc, pour aller vers ce type de développement, il faut, semble-t-il, bien évidemment, arriver à développer un cadre, enfin à utiliser un cadre méthodologique approprié et surtout disposer de connaissances et de compétences contextualisées. Ce n'est pas tout de travailler sur des données, il faut bien évidemment de santé, il faut bien évidemment les connaître, de manière à s'assurer que ce qui ressort au niveau de ces algorithmes, il soit possible d'en comprendre en fin de compte les liens, certains liens physiopathologiques, contextualisation par rapport aux problématiques, etc. Donc il ne faut pas uniquement disposer de compétences, je vais dire, algorithmiques, il en faut, mais il faut aussi, soit par soi-même, soit avec les personnes avec qui nous travaillons, disposer de connaissances du domaine de santé concerné. Comme toute modélisation, il faut pouvoir évaluer de manière comparative, équitable et neutre les modèles ainsi présentés. Adapter ces modèles à différentes situations, puisque sinon il pourrait y avoir ce qu'on appelle du surapprentissage, si on a trop travaillé sur qu'un seul set de données qui aura ses limites et qui ne peut plus complètement généraliser. Une transparence de ces algorithmes, comme je vous ai indiqué pour une équation de Framingham, on peut clairement indiquer ce qu'il en est. Là, il faut arriver à avoir le plus de transparence possible et être dans ces approches dites d'intelligence artificielle explicable, que l'on soit en capacité d'indiquer pour quelles raisons, au vu de ces données, la technique, l'algorithmique utilisée, nous en arrivons à faire telle proposition. Donc, pouvoir aller vers un rapport complet, transparent de points clés des études en se basant sur des preuves scientifiques. C'est tous les travaux qui sont en cours dans ce tripod AI pour Artificial Intelligence, conduit par les personnes de la même équipe dont je vous ai parlé précédemment. Donc voilà, mon propos, c'était principalement pour faire un cadre un petit peu général sur les défis, en fin de compte, méthodologiques et intérêts scientifiques qu'apporte ce type d'approche. Et ce qui est hyper important sur ces complétudes, contextualisation et autres points ainsi indiqués.
Ce qui m'amène juste en dernière petite diapositive, indiquer que ces développements de modèles, me semble-t-il, ne peuvent pas être vus uniquement par des personnes expertes en développement algorithmique. Il faut intégrer cela avec des personnes qui ont des compétences, des connaissances dans le domaine de la santé, des domaines en sciences sociales, en éthique, en épidémiologie, des aspects plus standards de biostatistique, modélisation et d'informatique biomédicale et pas uniquement d'informatique. Et c'est ce que nous essayons de proposer ici au CESTIM avec ces formations en Artificial Intelligence for Public Health, dont un diplôme d'études supérieures universitaires a été ouvert cette année et un parcours de Master 2 sera ouvert à partir de l'année prochaine. Merci pour votre attention.